Corps à corps à corps. Alors aujourd'hui, vous pouvez voir et lire un peu partout dans les médias, ingérence, la ligne rouge a été franchie, international réactionnaire, ça ce sont les mots d'Emmanuel Macron, donc des dirigeants européens qui ne savent plus comment riposter au tweet d'Elon Musk, le patron de X, qui s'intéresse de plus en plus ces derniers mois à la politique européenne. Je vous fais un rapide rappel, ça a commencé vraiment à chauffer cet été au Royaume-Uni lors des émeutes de juillet 2024, après l'attaque au couteau de Southport où 3 fillettes ont été tuées entre 6 et 9 ans. Elon Musk a tweeté: la guerre civile est inévitable, une police qui a choisi son camp, une police à 2 vitesses. Il a ensuite pris position concernant le militant anglais Tommy Robinson. Vous savez, c'était l'auteur du film Silence qui évoque notamment l'affaire du gang des Pakistanais. Eh bien, Tommy Robinson a été condamné à 18 mois de prison pour avoir réitéré des propos diffamatoires contre un migrant. Il a tweeté, Elon Musk: pourquoi doit-il purger une peine de 18 mois d'emprisonnement? Qu'a-t-il fait qui soit considéré comme du terrorisme? Il a ensuite tweeté: Free Tommy Robinson, libéré Tommy Robinson. Voilà les dernières prises de position sur ce sujet. Il a également visé directement l'actuel Premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer, dans l'affaire du gang des Pakistanais. Lundi dernier encore, il lui a reproché, entre autres, d'avoir été complice de viols commis en Grande-Bretagne, ce fameux viol dont il est question, lorsqu'il était procureur. Il a même réclamé la prison pour Starmer et appelé à une nouvelle élection au Royaume-Uni. Réponse de Keir Starmer: une ligne a été franchie. Il a dénoncé les mensonges et la désinformation du patron de X. Et puis alors, on quitte un peu le Royaume-Uni, on rejoint l'Allemagne. Là, Elon Musk a traité le chancelier allemand Olaf Scholz d'imbécile incompétent le 20 décembre, avant de s'en prendre au président allemand Steinheimer et de le qualifier de tyran. Quelques jours plus tard, Steinheimer répond et il met en garde contre l'influence extérieure qui constitue, selon lui, un danger pour la démocratie, notamment quand elle s'exprime de façon ouverte et non dissimulée, comme c'est le cas avec la plateforme X. Donc voilà, on vise directement X. Mais ça n'arrête pas à Elon Musk, qui le 23 décembre a adoubé l'AfD sur X, un message qui était en écho à l'attentat sur le marché de Noël de Magdebourg. Puis il a annoncé une conversation avec la leader de l'AfD allemande, Alice Weidel. Ce sera d'ailleurs le 9 janvier, donc à 6 semaines des législatives outre-Rhin. Voilà donc de quoi inquiéter la caste au pouvoir. Nathalie Loiseau a brandi, je vous ai passé l'extrait hier, son bouclier démocratique européen. Thierry Breton fait appel au DSA face à l'influence d'Elon Musk. D'ailleurs, je vous propose de l'écouter, Thierry Breton. Dès qu'on ouvre le réseau, on a tout de suite 100 ou 150 tweets de Monsieur Musk qui vous arrivent dessus en rafale sans que vous n'ayez rien demandé. Ça peut poser problème. Eh bien, il faut que ceux qui sont chargés de faire respecter la loi fassent ce qu'il y a à faire. Voilà, donc, Thierry Breton, regardez, je voulais vous montrer un objet. Elle a été faite pour que précisément les plateformes, quelles qu'elles soient, à partir du moment où elles sont caractérisées de systémiques, c'est-à-dire où il y a plus de 45 millions d'utilisateurs en Europe, eh bien, respectent ces règles, qui sont des règles qui sont faites pour protéger notre démocratie, nos démocraties, et aussi nos compatriotes et nos enfants. Voilà, il faut protéger notre démocratie et nos enfants. Donc, au nom de nos enfants et nos démocraties, il faudra réfléchir à censurer, entendez, Elon Musk. Alors, voilà, on voit bien, donc panique à bord. Et puis, ça ne fait que commencer, à mon avis, car hier, information cruciale, Mark Zuckerberg a passé un message important depuis son réseau social Facebook. Il a annoncé le recul de sa politique de modération des contenus. On écoute et je traduis en simultané. Hey everyone, I want to talk about something important today. Bonjour à tous, je veux vous parler de quelque chose d'important aujourd'hui, parce qu'il est temps de revenir à nos racines autour de la liberté d'expression sur Facebook et Instagram. J'ai commencé à créer des réseaux sociaux pour permettre aux gens de s'exprimer. J'ai tenu un discours il y a 5 ans à Georgetown sur l'importance de protéger la liberté d'expression. Et je le pense encore aujourd'hui, mais beaucoup de choses se sont passées ces dernières années. Il y a eu un débat généralisé au sujet des dangers potentiels des contenus en ligne. Les gouvernements, leurs décisions, les médias ont poussé à censurer toujours plus. Tout cela est politique. Mais il y a eu aussi énormément de contenus problématiques. Drogue, terrorisme, exploitation infantile. Ce sont des choses que nous prenons très au sérieux. Et nous avons bâti de nombreux systèmes complexes de modération de contenu. Mais le problème avec la modération de contenu est qu'ils font des erreurs. Le problème avec les modérations est qu'ils font des erreurs. Et même s'ils censurent accidentellement juste 1% des publications, ça représente des millions de personnes. Et nous avons atteint un point où il y a juste trop d'erreurs.
et trop de censure. Voilà, trop d'erreurs et trop de censure, dit Mark Zuckerberg, qui donc annonce le recul de cette politique de modération. Évidemment, super tremblement dans le monde de la presse et certainement dans le monde politique, en tout cas des politiques mondialistes. Et pour analyser ce qui se passe et qui est fondamental, je suis très très heureuse de recevoir Fabrice Epelboin et Idriss Aberkane. Bonjour Fabrice Epelboin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes entrepreneur, enseignant à Sciences Po, spécialiste des réseaux sociaux, journaliste pour le média Reflet. Nous sommes également avec Idriss Aberkane. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, conférencier, essayiste, analyste. Évidemment, vous avez votre chaîne YouTube bien connue, Idriss Aberkane, qui porte votre nom. Alors, peut-être Fabrice Epelboin, pour commencer, vous qui suivez tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux depuis bien longtemps, il s'agit d'un grand revirement, ce qui s'est passé hier avec Mark Zuckerberg. Ah oui, c'est plus qu'un revirement, c'est grosso modo, Facebook va suivre les pas d'Elon Musk et Twitter qui ont laissé tomber cette façon de faire de la modération. Je dis modération, on pourrait dire censure, hein, c'est vraiment une question de point de vue. Oui. Va adopter les techniques mises en place par Musk depuis maintenant 2 ans, c'est-à-dire abandonner la coopération avec des médias et des fact-checkers qui sont là pour non seulement dire ce qui est vrai, ce qui est faux, mais et surtout, et c'est plus important, avoir la capacité de diminuer la visibilité de ce qui est gênant. Parce que dans la désinformation, il y a tout un tas de catégories, et il y a notamment une distinction entre la désinformation, genre Emmanuel Macron est un Illuminati ou un reptilien envoyé par des aliens pour dominer la race humaine. Alors, on est clairement dans de la désinformation. Et puis, il y a de la malinformation qui consisterait à souligner des affaires de corruption qui n'inquiètent pas plus que ça la justice ou dont la justice n'arrive pas à saisir du fait des manigances de l'exécutif, où là, on n'est absolument pas sur des informations qui sont fausses. Hein. On pourrait parler, par exemple, d'Alexis Collère, mais on est sur des informations qui sont susceptibles de porter du tort à la crédibilité des institutions, Oui. et donc de notre démocratie. Et une telle information, passée par les fourches codines des fact-checkers, ne serait pas labellisée comme fake, pas du tout, mais serait labellisée comme susceptible de nuire à la crédibilité de nos belles institutions et donc aurait sa visibilité diminuée. Et c'est essentiellement ça, le mécanisme qui terrorise, d'ailleurs Thierry Breton l'évoquait, ce mécanisme de diminution de la visibilité. Il faut savoir lire Thierry Breton entre les lignes. Oui. Et c'est ça qui terrifie absolument les acteurs en place. Facebook va abandonner tout ça et se reposer sur du fact-checking collaboratif, exactement comme sur Twitter, et puis une forme de liberté d'expression, on va dire absolutiste, hein, vu d'Europe, qui est tout à fait similaire à ce qui se passe sur Twitter et qui est conforme à la législation américaine. Donc ça va radicalement changer les choses. Hein. Rappelons pour ceux qui n'utilisent plus Facebook, et ils doivent être nombreux, que typiquement la différence qui saute aux yeux de moi qui utilise encore un peu, qui utilise rarement Facebook, mais surtout et beaucoup Twitter au quotidien. Twitter au quotidien, je vois avoir entre 10 et 20% de mon flux qui est consacré à Gaza. C'est une information récurrente parce que c'est une information qui préoccupe énormément de monde. Et donc, mon flux d'informations au quotidien, et ce quotidiennement, est envahi par Gaza. Alors que sur Facebook, je n'en trouve pas une seule trace. Ce qui est quand même très étonnant parce que j'ai quand même un Facebook où statistiquement, je suis beaucoup plus de gens qui naturellement sont situés dans des pays qui sont a priori beaucoup plus concernés par Gaza que même la France où c'est un sujet de préoccupation. Donc il y a visiblement une censure énorme qui se joue sur la thématique Gaza, et c'est une thématique parmi d'autres, on en a plein d'autres, qui va être levée sur Facebook, et donc ça va permettre aux gens de s'exprimer de façon plus librement sur Facebook. Et j'insiste sur le sujet Gaza parce que depuis 2 ans, ceux qui sont préoccupés tout à fait légitimement par Gaza s'aperçoivent de ce que connaissent depuis bien plus longtemps encore tout un tas de gens sur les réseaux sociaux de Facebook, de Meta, qui est une censure à la hache de tout un tas de choses qui ne dérangeaient pas tant jusqu'ici ceux qui aujourd'hui sont dérangés par Gaza. Par l'absence de Gaza. Ouais. Donc on a aujourd'hui une vaste majorité, vu qu'elle est constituée, pour être caricaturale, de l'extrême gauche et de l'extrême droite, de gens qui sur Facebook se heurtent à la censure
Ce qui fait que mécaniquement, on a, et j'imagine que c'est un peu le cas aux États, enfin c'est évidemment le cas aux États-Unis également, on a une écrasante majorité de la population qui aujourd'hui est contrainte par la censure. On n'est plus du tout dans un camp du bien qui est majoritaire et qui va écraser l'expression d'un camp minoritaire. Aujourd'hui, le camp qui voit son expression diminuer et contingenter est très largement majoritaire dans l'opinion publique française. Et ça ne veut pas dire qu'elle est unie, cette opinion publique. On a vraiment des extrêmes qui voient leur opinion complètement diminuer en visibilité, mais en tout cas depuis Gaza, et Gaza aura au moins apporté ça, ça aura réuni une très vaste majorité de l'opinion publique dans cette sensation d'oppression vis-à-vis de la censure. Oui, oui, intéressant. J'avais pas noté à quel point, parce que je ne suis pas particulièrement Facebook, à quel point Gaza avait également été censuré sur. Enfin voilà, ce qui se passe à Gaza avait été censuré sur Facebook. Ce qui est intéressant aussi, vous avez dit, il faut lire entre les lignes de Thierry Breton, et il faut savoir lire entre les lignes. Si on lisait entre les lignes de Mark Zuckerberg et de son message d'hier, à un moment donné, il dit tout cela est politique quand il dit je rappelle cette phrase qui est quand même très importante. Les gouvernements, leurs décisions, les médias ont poussé à censurer toujours plus. Il le dit. Tout cela est politique. Après, il dit il y a aussi des contenus problématiques comme la drogue, le terrorisme. Évidemment, pour ça, on continuera de faire des efforts. En gros, c'est ce qu'il dit. Et il continue. Donc, même s'il y a eu le problème de cette modération de contenu, c'est qu'il peut y avoir des erreurs, et même 1% d'erreurs, c'est trop, et donc nous allons arrêter les erreurs et la censure. Donc en fait, il dit qu'il y a une pression politique, et après il dit, Facebook a été responsable d'erreurs. C'est quand même une forme d'aveu de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Je me tourne vers Idriss Aberkan, puis Fabrice Epelbois. Eh bien, déjà, vraiment félicitations à Clémence pour votre média, pour son succès, pour les scores d'audience que vous avez fait. Merci. Je continue à vous souhaiter un succès croissant. Pour moi, la situation est très simple. Fabrice Epelboin l'a très bien résumé, mais il faut vraiment rappeler les faits simples, puisqu'on parle de fact-checking. Des fact-checkers ont menti. On mentit, on propageait des affirmations fausses, notamment quand ils essayaient, soi-disant, de débunker la sénilité de Biden. On a aujourd'hui des articles qui ont paru, qui disent, oui, bien sûr, on savait que Biden était aux fraises depuis le début de son mandat. C'est pas quelque chose de nouveau. Et il y a eu tout un tas de situations où les fact-checkers ont menti. Je vous rappelle aussi l'incroyable titre de Newsweek, Trump ne s'est peut-être pas fait tirer dessus après tout. Juste après l'attentat de Butler, Pennsylvanie, Newsweek écrit « Trump ne s'est peut-être pas fait tirer dessus après tout ». Enfin, on a eu des dingueries comme ça. Bien sûr, il y a eu une censure extrême, lourde. Et là, je voudrais citer un post qu'a fait Glenn Greenwald sur X. Glenn Greenwald, c'est un vrai journaliste. C'est même un journaliste parmi les journalistes. C'est lui qui a révélé l'affaire Snowden. C'est lui qui donne la parole à Snowden en 2013 et qui donc révèle le plus gros scandale d'espionnage de masse de l'histoire humaine. Et Glenn Greenwald, il a dit ça très simplement. Il a dit « Quiconque se présente comme un expert en désinformation est un escroc. » Point barre. Il y a les journalismes et il y a ce qui n'est pas journalistique. Un type qui arrive, qui se présente comme expert en désinformation, c'est un escroc. Avis à Rudi Reichstadt, je pense que Glenn Greenwald est un peu plus journaliste que lui. Maintenant, là, ce qu'il faut vraiment souligner, c'est que ces fact-checkers étaient payés pour censurer. Pour moi, c'est ça l'aspect le plus grave. Et là, il faudrait vraiment inviter des juristes parce que vous avez des organismes dits de déconspi qui touchent de l'argent de TikTok, de Meta, en particulier TikTok France. Qui va donc arrêter cette collaboration. Ils ont plus de 50 médias. C'est gravissime. Mais ils financent plus de 50 médias dans le monde. Ils les ont payés à censurer. C'est quand même quelque chose qui doit nous indigner, mais de façon absolument terminale. On a des gens qui ont été payés par les plateformes pour censurer le citoyen. Aux États-Unis, ça n'est donc pas possible. Maintenant, concernant bien sûr Thierry Breton, on n'en est pas à la énième invective de Thierry Breton, monsieur suicide chez France Télécom. Je rappelle que Thierry Breton est quelqu'un de particulièrement concerné par la censure. Si vous allez sur sa page Wikipédia, vous verrez qu'elle a été nettoyée en bien. Et Wikipédia reconnaît, Wikipédia qui est en pleine tourmente aujourd'hui, Elon Musk les a attaqués, a raison, c'est un forum, ce n'est pas une encyclopédie, on va y revenir. Mais Thierry Breton, sa page a été nettoyée. Voilà. Et il y a marqué, Wikipédia dit, nous avons fait un blanchiment de courtoisie. C'est beau, un blanchiment de courtoisie. C'est magnifique. Ce qui signifie qu'il y a des pages qui connaissent un noircissement de courtoisie. Suivez mon regard. Mais donc, là, on a quelque chose de très grave. C'est que Thierry Breton doit sa carrière à la censure. Il la doit.
Il la doit. Sa page Wikipédia ne serait pas propre si elle n'avait pas été censurée. Donc, évidemment, il va tenter de plaider pour plus de censure. Mais là, on a eu une confrontation avec le réel, qui est le premier amendement aux États-Unis. Et pour conclure, je vais juste vous donner un cas très simple. Les Anglais voulaient convoquer Elon Musk. Je rappelle, les Anglais ont dit on va convoquer Elon Musk parce qu'il a commis des ingérences dans notre politique. Et Musk s'est pas laissé démonter. Il a dit, mais je vais, moi, vous convoquer, en tant que membre du gouvernement de l'administration Trump, je vais vous convoquer pour vos violations répétées du premier amendement envers des citoyens américains, puisque les Britanniques ont menacé ouvertement, légalement, des Américains de poursuites à la suite de posts qu'ils ont faits sur Twitter depuis les États-Unis. Ce qui, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie que c'est. On est dans quelque chose d'extrêmement grave. Donc, Musk est venu remettre tout ce beau monde à sa place. Il a remis les Britanniques à leur place. Il a remis plusieurs fois Thierry Breton à sa place. Thierry Breton qui n'a aucune marge de manœuvre contre Musk. Il faut arrêter les bêtises 5 minutes. Oui. Donc voilà, pour moi, la situation est très claire. On le dit, nous, bien évidemment, les médias citoyens, depuis plus de 5 ans, les fact-checkers ont menti. Pas tout le temps, évidemment, c'est pas parce qu'un fact-checker le dit que c'est forcément faux. Mais ils n'ont eu aucun problème à mentir de façon ouverte. Et seuls les réseaux permettaient de débunker des mensonges des fact-checkers. Heureusement que les réseaux étaient là. Aujourd'hui, ces réseaux disent « Nous ne pouvons pas faire confiance à des gens qui ont fait du négoce du fact-checking le centre de leur activité. Nous allons donc revenir à des notes citoyennes. » C'est le triomphe du journalisme citoyen et je ne m'étonne pas que Glenn Greenwald le souligne. Oui, alors vous parlez de la mort des fact-checkers et des fact-checkers qui ont menti, mais rappelons tout de même, encore une fois, vous l'avez dit, mais je voudrais revenir là-dessus avec vous, Fabrice Epelboin, le rôle de Facebook dans cette histoire. D'ailleurs, et avant de Twitter, avant que ce soit repris par Elon Musk. Finalement, on l'a rappelé, les fact-checkers travaillent très souvent en collaboration et donc sur la commande de grands groupes tels que Meta, dans ce travail de fact-checking, en tout cas financé par eux, en partie. Et on voit bien ici que donc ce mensonge était un mensonge ou cette désinformation était une désinformation organisée. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus, Fabrice Epelboin ? C'est plus compliqué, il faut mieux aborder ça comme un écosystème. On n'est pas dans des relations hiérarchiques entre des réseaux sociaux qui, au prétexte qu'ils financeraient, on leur a tordu la main pour qu'ils financent, ils l'ont pas fait de leur pleine bonne volonté. C'est pas parce qu'ils financent des fact-checkers que pour autant ils exercent une autorité. L'autorité, là, pour le coup, elle est plutôt exercée par les propriétaires des journaux qui emploient ces fact-checkers. Donc on renvoie plutôt vers une oligarchie locale, que ce soit en France ou ailleurs. Il y a des oligarchies médiatiques absolument partout, qui elles-mêmes collaborent de façon étroite avec l'État local, parce que cette oligarchie, elle est très souvent liée aux intérêts économiques de l'État et réciproquement. Donc on essaye de ramener les réseaux sociaux et une parole populaire qui vient de la base à une logique de hiérarchie de l'information liée à un écosystème économique local qui est plus ou moins honnête. On n'a pas trop à se plaindre en France, il y a des pays dans lesquels l'information est autrement plus verrouillée qu'en France. Enfin, de là à dire que l'information est libre, non, c'est compliqué. Il faut avant tout être patron de presse pour avoir accès à de l'information libre. Et évidemment, en France comme ailleurs, il y a tout un tas d'informations qui ne peuvent pas émerger dans les médias pour des raisons diverses et variées. On a un énorme scandale de pédophilie en Angleterre qui est une bonne illustration, mais il y a 1000 raisons qui font qu'une information n'arrivera pas dans l'univers médiatique d'un pays ou d'un autre, alors que les réseaux sociaux peuvent laisser transparaître ce type d'information. Et c'est ça qui dérange, non pas les réseaux sociaux, ils s'en foutent. Mark Zuckerberg, son intérêt, c'est de faire de l'argent. Le reste, ils s'en foutent totalement. Mais qui dérange tout un tas d'écosystèmes dans lesquels il y a des gouvernements, des ONG, des médias, une quantité de personnes. Donc on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus flou, dans lequel les responsabilités sont beaucoup plus diluées. Je pense qu'il est parfaitement inutile de vouloir pointer soit les méchants fact-checkers, soit les vilains propriétaires de groupes de presse, soit les affreux États. Tout ça est extrêmement dilué et au nom de préserver la démocratie, qui essentiellement veut dire préserver nos intérêts, qui nous sommes au contrôle de tel ou tel pays, vont faire taire tout un tas de gens qui peuvent porter atteinte à leur capacité à rester ou à atteindre le pouvoir. Oui, alors je réagis parce que nous sommes extrêmement nombreux ce matin. On a passé la barre des 10 000 auditeurs sur YouTube en instantané, auditeurs uniques. Merci infiniment, chers amis. Évidemment, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour qu'on soit toujours plus nombreux. D'abord, vous appelez vos amis, vous vous abonnez si vous n'êtes toujours pas abonné. Ça nous permet
d'être meilleur dans les algorithmes de YouTube qui vont peut-être changer. On va en parler de ces algorithmes de YouTube. Et puis, surtout, évidemment, qu'on soit toujours plus nombreux pour entendre ce genre d'informations. Alors, on va revenir d'ailleurs sur le changement de YouTube. Est-ce que ça peut changer même pour nous? Mais d'abord, est-ce que ça signifie la mort des fact-checkers? Je voudrais vous lire deux réactions, celle de Tristan Mendes France et celle de Julien Pain, face à la vidéo de Mark Zuckerberg d'hier. Alors d'abord, Julien Pain. Dans une vidéo de 5 minutes hallucinante, M. Zuckerberg annonce qu'il veut renforcer la liberté d'expression sur ses réseaux. Et sa première mesure est de se débarrasser des fact-checkers tout en augmentant les contenus politiques. Vous voyez comme moi où ça va tout ça? Voilà, question de Julien Pain. Et puis Tristan Mendes France. Voilà, Zuckerberg s'Elon Muskise. Dans une vidéo lunaire, il affirme qu'il y a eu trop de censure politique, qu'il y a un changement culturel, il le cite entre guillemets, post-électoral qui exige, selon lui, plus de free speech. Il va donc supprimer les fact-checkers qui collaboraient avec Meta. Les fact-checkers que Zuckerberg dit être trop politiquement biaisés seront remplacés par des communautés de notes à la X. Les sujets genre et immigration ne seront plus modérés a priori, la question du genre étant allée trop loin. Il va revisibiliser les contenus politiques. Bon, je vais un peu plus loin. Bilan, Zuckerberg suit ce qu'il croit être l'ère du temps, va relâcher encore plus la donc la modération, qui est pourtant défaillante, et va s'appuyer sur le gouvernement Trump pour faire pression sur l'Union européenne et les pays qui voudraient que les réseaux sociaux ne deviennent pas toxiques. Voilà, on voit en tout cas l'ambiance hier chez les fact-checkers de France. Est-ce que pour vous, Idriss Aberkane, ça signe ce changement de ligne de Zuckerberg, la fin également des fact-checkers? Bah, à beaucoup d'égards, parce que le seul fact-checking doit être citoyen. Et les notes de la communauté ne sont pas parfaites, on voit qu'elles peuvent être détournées, on voit comment Didier Raoult se fait harceler par des notes dilatoires typiquement quand il poste sur X, mais c'est quand même déjà un progrès par rapport à ces fact-checkers dont vous savez, le but est d'avoir le monopole du dernier mot. Comment ça fonctionne? Vous êtes à la machine à café, vous voulez discuter d'un sujet, vous lancez une idée, et puis quelqu'un vous dit, bah non, regarde, cet article, des décodeurs, Oui. des conspis, etc., qui dit non, 3 petits points. Oui. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple qui est très marquant. Laurent Fabius avait bien déclaré: le Front Al-Nosra fait du bon boulot. Le Front Al-Nosra, c'est Al-Qaïda en Syrie. Eh ben, moi, j'ai été très impressionné de voir que ça avait été fact-checké, comme faux. Donc évidemment, je suis allé voir puisque je suis un rechecker. Et quand je vais rechecker l'article, bah, je vois qu'en fait, la source primaire, c'est Le Monde diplomatique, que ce sont des journalistes très sérieux. Et là, je me dis, bon, bah, alors, s'ils l'ont fact-checké, s'ils l'ont contredit, c'est que le contexte devait obérer le propos. C'est-à-dire, il a bien dit ça, mais un texte sans contexte est un prétexte. Donc, peut-être que le contexte faisait dire à Fabius le contraire de la citation. Et puis, je lis le contexte, je ne peux pas du tout. Le contexte n'obère rien du tout. Verdict, oui, Fabius a bien déclaré: le Front Al-Nosra fait du bon boulot. Mais il fallait étouffer cette nouvelle parce qu'on était, en l'occurrence pour ce cas de fact-checking, en pleines élections présidentielles. Il fallait surtout pas commencer à embrouiller le pauvre pistes, électeur oui. français. Ouais. Voilà, dans l'idée qu'on aurait quand même quelqu'un qui est au Conseil d'État aujourd'hui qui aurait sorti qu'Al-Qaïda faisait du bon boulot. Bon. Donc là, on a besoin de rechecking. Encore une fois, parce que les fact-checkers mentent. Pas tout le temps, mais ils mentent. C'est le principe de ce que les Américains appellent le con artist, confidence artist, l'escroc. C'est-à-dire quelqu'un qui acquiert votre confiance en faisant du fact-checking normal sur des petits trucs triviaux du genre les ovnis. Et encore, bon, même ça, on commence à se demander s'il n'y avait pas des choses, s'il n'y avait pas à boire et à manger là-dedans. Mais bon, vous avez quand même une acquisition de confiance et ensuite un abus de votre confiance. Comme en bourse, vous savez, on vous vend des actions, on vous dit elles vont monter, c'est ce que faisait le loup de Wall Street, et puis ensuite, bien entendu, elles s'effondrent. Eh bien, la confiance donnée aux fact-checkers était de cette nature. C'était un abus de confiance, on l'a vu. Et ça nécessitait un rechecking citoyen. Parce que là, vous venez de citer Julien Pain, par exemple. Mais attendez, on parle du même Julien Pain qui a dit: le pass ne sera jamais vaccinal. Il n'en savait rien. Il a affirmé ça sur X. En tant qu'autorité du fact-checking, il a affirmé, comme ça, clairement, le pass ne sera jamais vaccinal. Il n'en savait rien, donc il mentait. Il a affirmé les myocardites se soignent. Oui, très bien, enfin, il n'est pas médecin. Je veux dire, il ne peut pas dire d'un côté que l'hydroxychloroquine est cardiotoxique et de l'autre que les myocardites, qui sont dans les effets secondaires du vaccin Pfizer, reconnus maintenant et aussi déclarés comme théorie du complot, se soignent. Je rappelle d'ailleurs que Mark Zuckerberg s'était pris des attaques à ce niveau-là, puisque à l'époque, quand vous osiez dire que l'inoculat Pfizer avait des effets secondaires, juste ça, c'est une vérité factuelle, juste ça, eh bien, vous aviez un petit encart de fact-checking, même pas de fact-checking, de propagande, qui était sous votre post sur Meta, typiquement sur Instagram ou sur Facebook, qui disait: allez voir l'OMS pour toute information concernant Oui, Pfizer. tout à fait. Voilà. Donc, c'est gravissime. Et ça s'est vu.
Alors, maintenant, en effet, Mark Zuckerberg veut faire de l'argent, c'est le patron de Meta, mais Mark Zuckerberg, il faut jamais oublier aussi qu'il a des aspirations politiques qui ont été plusieurs fois frustrées. D'abord, il avait fait un tour des États-Unis. Juste après, il s'était pris l'affaire Cambridge Analytica en travers de la tronche, qu'il avait bien calmé, et d'aucuns disent qu'elle avait été faite sur mesure pour le calmer, parce qu'il commençait à avoir des aspirations politiques. On voit d'ailleurs que Musk, avec ses aspirations politiques, lui, les a réalisées. Donc le Zouki, clairement, il a senti le vent tourner, il a senti dans quelle mesure le peuple américain n'en pouvait plus, de par son premier amendement, de ces censeurs professionnels rémunérés qui mentent, que ce soit avec Newsweek, que ce soit avec Julien Pain ou que ce soit avec les autres personnes qu'on a citées. Et donc, il a décidé de changer de cap pour pas perdre tous ses utilisateurs et devenir un réseau has-been. Oui. Alors, même question, Fabrice Epelboin, concernant les fact-checkers. D'abord, aux États-Unis, que je connais moins bien, ces fact-checkers, mais en tout cas, et les Français, est-ce que cette annonce de Zuckerberg risque, cette annonce, et puis surtout ce changement de modus operandi, risque de changer la donne pour nos fact-checkers? Ah bah, aux États-Unis, de toute façon, c'est un pays libéral et capitaliste, hein, donc la loi du marché va faire son Oui, effet. CNN est en train de faire faillite, MSNBC tout à est fait. à vendre. Il n'y a pas grand-chose de subventionné aux États-Unis. Il y a NPR et pas grand-chose. Donc au final, qu'est-ce qui va survivre dans tout ça? Bah, pas grand-chose. Il va survivre le New York Times et le Washington Post, hein, qui ont des généreux patrons de presse, hein, et qui économiquement arrivent à surnager. Mais pour le reste, tout ça va disparaître. CNN a fait 100 000 téléspectateurs en pic d'audience. C'est quand même 10 fois plus que ce qu'on est en train de faire en ce moment. Ça donne quand même une idée. On parle de CNN dans Oui. un pays de 400 millions d'habitants. Oui, et pardon, juste petite Euh, précision, mais lundi, quand on a raccroché la matinale, on était déjà à 100 000, on avait déjà eu Voilà, 100 000 donc personnes. on est dans un monde où CNN fait autant d'audience que, pardonnez-moi, hein, mais relativement à CNN, un obscur média d'une petite colonie distante, hein. Joe Rogan, lui, fait dans les 23 millions de downloads à chaque épisode. Donc le match est plié aux États-Unis. Tout ça va disparaître. Il restera sans doute quelques fact-checkers au Washington Post et au New York Times, mais vu le côté négatif de tout ce qui va se dérouler, parce que derrière, il n'y a pas que le fact-checking qui va tomber, hein, il y a énormément de choses sur la censure qui vont apparaître dans les semaines et les mois qui viennent, notamment l'usage de l'intelligence artificielle, tout un tas de choses qui vont révolter les Américains, parce que les Américains sont très accrochés sur le premier amendement et la Oui, liberté d'information, ce qui n'est pas du tout notre cas. oui. Pour ce qui est de la France, c'est pas évident du tout, parce qu'on est dans un univers totalement subventionné, où fondamentalement, ces gens-là dépendent essentiellement des subsides de l'État. Donc je pense que ça va continuer en France. On aura toujours ce petit jeu idiot de poster tel truc qui vient de telle entité de fact-checker pour contredire plutôt que d'avoir une discussion raisonnée. Ça va continuer en France pendant un bout de temps, mais ces fact-checkers n'auront plus la possibilité de diminuer une information sur les réseaux sociaux ou de la supprimer. Oui. Ça, c'est clair. Et puis, ils vont commencer à sentir le vent du boulet, parce que très clairement, aussi bien Facebook que X, que Donald Trump et son administration vont forcément tirer à boulet rouge sur tout ce qui subsistera de fact-checking sur le territoire européen. Et très clairement, la France est un très gros morceau, vu que je pense pas me tromper, même si c'est vraiment une affirmation gratuite, on est l'un des pays d'Europe dans lequel l'information est la plus subventionnée par l'État, et donc la plus dépendante des subsides de l'État, ce qui, par essence, la rend pas très indépendante. Et donc, par essence, la rend extrêmement discutable. Donc, on aura probablement sur les réseaux sociaux, et exclusivement sur les réseaux sociaux, d'immenses conversations sur la légitimité du rôle du journalisme dans ce qui subsiste de démocratie. C'est vraiment une conversation qu'il faut qu'on ait en tant que société. Il faut qu'on décide en tant que société ce qu'on fait du journalisme, de comment éventuellement on l'encadre, de comment on s'assure qu'il n'y ait plus de grandes opérations de manipulation de l'opinion publique telles qu'on a pu les connaître, qu'il y ait des sanctions quand ça se fait jour. Je pense à l'affaire à l'affaire Avisa Partner, qui n'a pas donné lieu à la moindre sanction en France, alors qu'on est vraiment face à l'une des plus grosses usines à fake news d'Europe, dans laquelle, y compris des ministres sont impliqués, et pas que des ministres, hein, des entités institutionnelles de premier plan, je pense à la gendarmerie nationale ou au renseignement,
il n'y a pas eu le moindre procès, pas la moindre sanction, rien du tout. Et donc, si on veut rétablir une forme de confiance entre les institutions et la population, il va falloir qu'il y ait une forme de justice. Tout ça, ça nécessitera tout un tas de discussions qui mèneront éventuellement vers des propositions politiques et éventuellement des élections. Mais on en est loin et ça va être beaucoup plus compliqué en France que sur le territoire américain, où je pense vraiment que tout ça va se résoudre en quelques mois. D'autant qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir. On est au tout début d'une avalanche de révélations. Je pense notamment sur le rôle de l'intelligence artificielle dans la censure, parce que les fact-checkers sont bien gentils, mais ils ne peuvent pas pondérer des milliards d'utilisateurs sur Facebook. Hein. On a des outils automatiques qui font ça. Et là, je pense que les révélations vont faire très mal le jour où la population va s'apercevoir qu'elle vit depuis des années déjà dans 1984. Oui, ça c'est un discours qu'on avait déjà entendu auprès de vous, Fabrice Epelboin, sur le fait que nous sommes déjà dans un état de censure, en France particulièrement, et de contrôle de l'information. Est-ce que finalement, là, vous avez de l'espoir peut-être pour un renversement? Est-ce que cette nouvelle, pour vous, est une grande nouvelle et peut-être une bonne nouvelle? Alors, j'ai de l'espoir pour les Américains, même si ça chemine vers un chemin très difficile, mais de toute façon, tous les chemins étaient très difficiles. Tous les chemins qui s'ouvraient aux Américains étaient très difficiles. Mais pour ce qui est de la liberté d'informer, la liberté d'expression, c'est clair qu'ils ont pris un chemin difficile, douloureux, mais qui laisse des perspectives. Pour ce qui est de la province, qui est la France et l'Europe d'une façon générale, je ne sais pas bien. Il va y avoir une tentative de séparatisme de la part des institutions européennes qui n'en ont pas les moyens. Il faut quand même rappeler que ça fait des années et des années et des années que toutes les institutions et toutes les politiques françaises vendent les fesses de la France aux technologies américaines. Et oui. Donc on est aujourd'hui totalement envahi de Amazon pour ce qui est des infrastructures, de Microsoft pour ce qui est de à peu près tout. Hein. Microsoft est traditionnellement le grand acteur qui achète la France et achète les politiciens français. Et il est très compliqué de faire marche arrière alors que tous ces grands acteurs de la tech ont fait allégeance à Donald Trump en l'espace de 48 heures. Ça va être très très compliqué pour notre bon président, typiquement, d'expliquer que désormais Amazon est un méchant, que finalement Facebook c'est des méchants, et que, oulala mon Dieu, Google c'est des méchants. Alors que hier encore, il leur vendait typiquement l'avenir du système de santé française à Microsoft ou des choses comme ça. La France, l'Allemagne, ça va être compliqué et ça passera nécessairement par des alternances politiques, d'où ces odieuses ingérences où tout d'un coup on s'aperçoit que, mon Dieu, des Américains font ingérence dans des pays étrangers. Oui. Ce que j'ai découvert avec effroi, moi qui jusqu'ici ne m'étais jamais intéressé à la géopolitique, je me suis aperçu qu'effectivement, tout d'un coup, les Américains se mettaient à faire de l'ingérence, ce qui s'était évidemment abstenu de faire jusqu'ici, dans le grand respect de la souveraineté des populations étrangères. C'est bien connu. J'étais mais effrayé, vraiment, ça m'a terrifié. L'idée que les Américains puissent faire de l'ingérence dans un pays étranger m'a presque empêché de dormir. Mais là, d'ailleurs, est-on vraiment dans l'ingérence ou dans une forme d'influence? Certes, hein, il abuse, il profite. C'est la même chose. Ingérence, influence. La différence quand la entre NSA Elon Musk et la CIA, c'est que Elon Musk se contente d'utiliser son compte Twitter, alors que la CIA va organiser des opérations localement. Donc il y en a un qui le fait publiquement et l'autre pas. Oui. Elon Musk a un côté gros bourrin où effectivement, alors qu'il aurait tout à fait les moyens de financer, comme le fait par exemple George Soros, de financer des ONG localement pour obtenir un changement de régime. Elon Musk, curieusement, et c'est sans doute parce que c'est un gros bourrin, hein, je pense que dans 20 ans, 30 ans, Elon Musk, qui encore une fois a parfaitement les moyens financiers de faire ça, passera par ce genre de choses et fermera sa gueule publiquement parce qu'il aura appris que c'est pas forcément ce qui est le plus efficace et financera à coups de millions des ONG qui localement renverseront un pouvoir. C'est objectivement, je pense que a priori c'est plus efficace. En tout cas, l'histoire a montré que c'était très efficace de procéder ainsi. Oui. Et jusqu'ici, Elon Musk, on peut pas dire qu'il a un succès phénoménal dans ses ingérences à l'étranger. Oui. Mais ça va changer. Enfin, il met quand même la lumière, notamment on l'a vu avec le gang des Pakistanais, sur des sujets fondamentaux qui avaient été oubliés ou sur lesquels on avait mis le couvercle. Les Pakistanais, ça n'a pas été oublié, ça a été fragmenté. Le problème de ces gangs de Pakistanais qui, rappelons-le, avaient comme
comme tradition depuis maintenant plusieurs décennies d'enlever des petites gamines blanches du lumpen prolétariat anglais pour en faire des prostituées, et ce, dès le plus jeune âge, 11-12 ans, pour ensuite les faire tourner dans différentes villes. Le problème, c'est qu'il y avait des gangs dans chaque ville. Donc c'est un peu comme si chaque ville française de plus de 10 000 habitants, et ça représente beaucoup, beaucoup de villes, toutes ces villes qui votent Le Pen massivement et qui sont méprisées par le pouvoir central, il y avait dans chacune de ces villes des gangs de Pakistanais qui enlevaient les petites gamines blondinettes pour en faire des prostituées. Et des prostituées vraiment dans des conditions qui sont absolument atroces. Si vous lisez les descriptions qu'en font les rapports de police, c'est absolument terrifiant. Et donc plutôt que d'aborder le problème globalement, qui se compte apparemment en centaines de milliers de victimes, on a abordé de façon épisodique le problème très localement, du genre dans telle ville de 50 000 habitants, oui, effectivement, il y a eu 800 victimes, ouh là là, c'est pas bien. Mais on n'a jamais abordé le problème globalement. On a interdit de le faire, on a censuré tous ceux qui le faisaient, on a même mis en tôle certains qui poussaient certainement un peu loin les contestations sur les réseaux sociaux, ce qui fait que le problème a été mis sous cloche durant des décennies et des décennies, et à un moment, il y a quelqu'un qui a fait l'addition, qui s'est aperçu que, je crois que c'est le Times, qui s'est aperçu que les victimes se comptaient en centaines de milliers, que les agresseurs étaient systématiquement du même profil, et que les victimes elles-mêmes étaient du même profil, et qu'il n'était pas invraisemblable qu'il y ait un problème de racisme, mais pas tel qu'on l'envisage habituellement. Là-dessus, Elon Musk a mis de l'huile sur le feu, et aujourd'hui, ça constitue plus qu'un caillou dans la chaussure du Premier ministre anglais, vu qu'il était procureur, l'équivalent de procureur général, à l'époque où tout ça avait lieu. Oui, donc, très clairement, il il porte une responsabilité, même si la réalité judiciaire locale est plus complexe que ça, que le système judiciaire anglais est très différent du nôtre, donc il faut éviter de faire des parallèles rapides. Mais toujours est-il que c'est quelque chose qui légitimement choque absolument toute personne qui est sensible à la pédophilie, ce qui constitue quand même beaucoup de monde, visiblement pas tout le monde, mais quand même beaucoup de monde, que les fact-checkers, encore eux, ont d'immenses difficultés à mettre la pédale douce sur cet immense scandale, et que Elon Musk n'a, lui, aucune difficulté à rajouter le l'huile sur le feu à la moindre occasion. Donc ça constitue quelque chose qui, effectivement, pourrait faire tomber le gouvernement anglais, tellement les faits sont absolument terrifiants. Ouais. Alors Idriss Aberkan, je ne sais pas si vous voulez réagir d'abord à cette histoire du gang des Pakistanais, et plus généralement alors, à cette distinction influence, ingérence, Soros, Elon Musk, même combat? Alors, je vois pas du tout Elon Musk passer par un réseau d'ONG, etc., puisque lui, son seul et unique but, c'est d'aller sur Mars. C'est le type qui dort dans ses usines, il n'a pas de temps libre. Il consacre absolument tout son temps à ses sociétés. C'est une des raisons pour lesquelles il est, comme l'a très bien décrit Fabrice Epelboin, un gros bourrin. C'est-à-dire que d'abord, il a affirmé clairement être un ASPI, un autiste du spectre Asperger. Et là, vous avez plusieurs comportements possibles sur ce spectre. Certains qui peuvent consister au contraire à agir dans l'ombre et à tirer des ficelles, et puis d'autres qui consistent à dire très clairement aux gens ce qu'on pense. C'est ce que Musk fait de toute évidence. Fabrice Epelmois a aussi parlé du scandale à Visa Partners. On n'a pas suffisamment insisté là-dessus, mais c'est vrai que c'est un scandale immense, à la hauteur du fonds Marianne. On a des officines qui ont sali des gens avec des commandes du pouvoir, parfois sur Wikipédia, qui ont fait du renseignement, qui ont fait des barbouzeries de façon illégale pour salir des gens qui avaient été désignés par le pouvoir. Vous avez en France une unité du contre-discours républicain. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ça. Voilà, il y a une unité de contre-discours républicain. Après le bouclier démocratique. Ouais, mais des trucs complètement fous, Oui. avec des fermes à trolls, place Beauvau, enfin des choses extrêmement graves. Donc, bon, le fonds Marianne a aussi démontré, bien sûr, qu'on avait de l'argent qui avait été levé au nom de Samuel Paty, qui avait servi à salir des gens et qui est même allé jusqu'à l'Institute for Strategic Dialogue, qui est une fondation au Royaume-Uni. Donc, dans quelle mesure vous allez nourrir une fondation déjà bien nourrie au Royaume-Uni, avec de l'argent qui a été collecté au nom de Samuel Paty, laquelle fondation a sali Perron, Raoult, votre serviteur, etc. Donc, c'est des cas extraordinairement graves, en effet. Maintenant, Soros, son job, c'est l'ingérence. C'est son job, il fait ça depuis 50 ans. Il est très bon là-dedans. Il a commis des ingérences dramatiques, notamment au Royaume-Uni. On rappelle quand même qu'il a fait sauter la Banque d'Angleterre dans les années 90. Et puis, il s'est vanté. Il a dit, voilà, je me suis vanté d'avoir été contre le Brexit, d'avoir agi contre les décisions du peuple souverain britannique.
Donc maintenant, le cas de ce gang pakistanais, alors déjà, bien sûr, il y a toujours le vieux réflexe communautaire. Moi, je suis musulman, donc je suis quand même assez content d'avoir entendu beaucoup de musulmans dire, bah non, c'est des salopards qui soient musulmans ou non, n'a aucun lien avec nous, on doit dénoncer tous les salopards, quels qu'ils soient. Mais il est vrai que le chiffon rouge du racisme et de l'islamophobie, qui existe, il y a de l'islamophobie dans le monde, mais là, c'était clairement pas le sujet, a été agité pour essayer d'empêcher les gens de rapporter sur ces faits. Et comme beaucoup de journalistes ou de fact-checkers ou que sais-je avaient peur d'être traités de racistes, ils n'ont pas parlé de ces gangs, alors que ça fait en effet plus de 20 ans qu'on sait qu'ils existent, qu'ils sont d'une violence absolue, que ce sont des salopards, des fils de pute, soyons très clairs là-dessus, et que ce sont des pédophiles. Pire que ça, c'est la triplette. Donc oui, il fallait en parler, et là le point le plus important, c'est que Musk apporte des preuves de ce que la justice a été laxiste à leur endroit pour des raisons politiques. Pas simplement pour un laxisme d'ordre général, pour des raisons politiques. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Alors évidemment, il le rapporte, il a un compte à régler avec Keir Starmer, ça va de soi. Keir Starmer qui lui a dit, on va vous convoquer au Royaume-Uni, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc Musk, en général, il aime pas trop qu'on lui fasse ça. Et il a le répondant pour mettre à peu près n'importe qui en Europe au tapis. Donc il l'a fait. Mais bon, c'est quand même l'information qui y gagne, parce qu'en effet, c'est comme pour les pédophiles de la BBC ou les pédophiles de la RTS, dans un cas où j'ai moi-même enquêté. Et c'était d'ailleurs, je tiens à le dire, l'enquête la plus violente de ma carrière de journaliste citoyen et de journaliste au temps où j'étais au Point. Si vous enquêtez sur les pédos de la RTS, par exemple, en Suisse, vous aurez des vrais gros problèmes. Le cas de la BBC, on sait qu'il a fallu des décennies pour qu'il sorte. Et là, on a encore un gang pédophile. Et il faut attendre que ce soit les médias citoyens pour en parler réellement, parce que les autres médias faisaient du cyberblurring, faisaient du damage control, essayaient de dire oui, ce sont des cas isolés, c'est pas. Puis surtout, il n'y a pas eu de défense politique, c'est des faits de criminologie classique qui sont inévitables, mais en aucun cas, pour des raisons politiques, le pouvoir a décidé de ne pas les poursuivre. Donc maintenant, pour conclure sur cette question ingérence versus influence, il est clair que l'influence est une forme d'ingérence, c'est simple, c'est une nuance. L'influence est une nuance d'ingérence, donc il n'y a pas le moindre débat là-dessus. Maintenant, Musk ne finira jamais en Soros, selon moi. Pour la simple et bonne raison qu'il a des objectifs qui nécessitent qu'il y consacre tout son temps. Il a des objectifs, il suffit de voir ce qu'il a sorti. Vous ne verrez pas Soros reposer des fusées, vous ne verrez pas Soros faire des voitures autonomes et être le leader mondial des voitures autonomes. Vous ne verrez certainement pas Soros aller sur Mars. Donc, je ne vois vraiment pas Musk devenir un Soros de sous-préfecture dans les décennies qui viennent. Mais en effet, je le vois s'indigner comme n'importe qui, avec les moyens qu'il a, des injustices. Les gros moyens qu'il a de communication. Idriss Aberkane, pour conclure cette émission, même question que j'ai posée à Fabrice Epelboin. Est-ce que pour vous, ce qui se passe, et je rappelle à ceux qui nous rejoignent éventuellement tout de suite, d'abord qu'on est 11 000 ici en direct et en instantané. Bravo. Merci infiniment à vous tous et n'hésitez pas à mettre des pouces. Encore beaucoup de choses à dire et à faire derrière. Nous recevons Jean-Paul Pelleras, qui est un ancien agriculteur qui a écrit le livre Le Sacrifice paysan aux éditions Éric Baumier. Roxane Despaling va nous faire un best-of de toutes les phrases choc de Jean-Marie Le Pen, le menhir qui a quitté ce monde hier. Et puis nous recevons également Alexandre Cuillère-Sapreval qui reviendra sur Jean-Marie Le Pen et son parcours politique. Mais chers amis, donc merci infiniment, mettez des pouces. Je reviens sur cette question que je souhaitais vous poser, Idriss Aberkane. À votre avis, ce qui s'est passé, et notamment cette prise de position de Mark Zuckerberg hier, qui a dit nous allons arrêter, en gros, je vulgarise, la censure et le contrôle de la parole sur nos réseaux. Est-ce que c'est une grande et est-ce que c'est une belle nouvelle pour les Américains, mais pour la France également? Oui, il suffit de voir comment des vrais journalistes comme Glenn Greenwald ou Seymour Hersh exultent, parce que ce sont de bons indicateurs. Alors j'en profite quand même pour vous féliciter à nouveau pour ces 11 000 matinales, c'est quand même très très dur. Moi j'arrive à faire ces scores-là en soirée, mais vous les faites le matin, donc vraiment bravo. Et continuez parce que vous êtes le futur du journalisme. Tout journalisme qui n'est pas citoyen n'existera plus dans quelques années, et c'est tant mieux. Donc maintenant pour Zuckerberg, oui, il essaie de se coolifier en quelque sorte. Il a changé son look, il a changé son attitude. Vous avez vu qu'il a même nommé le patron du MMA de l'UFC, Dana White, à son conseil d'administration. Donc un viriliste, un type à l'ancienne, certains diraient
limite réactionnaire. Enfin, c'est un pote de Joe Rogan, Joe Rogan qui avait été traité de tous les noms. Je rappelle que CNN avait changé la couleur de son visage quand il avait parlé de l'ivermectine. Là aussi, un magnifique scandale de fact-checking pour donner l'impression qu'il était malade. Et les fact-checkers avaient dit non, on n'avait pas fait ça. Puis n'importe qui connaissait un peu Photoshop avait dit si, vous avez fait ça. Donc Zuckerberg essaie de devenir plus cool, il change sa com. Il a raison. Il a peut-être pas envie de finir comme Bill Gates, justement. Oui. Et il faut se rappeler un point sur lequel je terminerai. C'est que Zuckerberg, vous savez, le siège de Meta, dans la Silicon Valley, il a récupéré les anciens bureaux de Sun Microsystems, qui a été tué par Bill Gates, qui a donné les affaires antitrust de Microsoft. Et le panneau qui montre l'entrée du campus Meta, Zuckerberg a tenu à ce que sur le dos du panneau, il y ait bien marqué Sun Microsystems pour rappeler à tous ses employés, on peut mourir comme eux. N'oubliez pas, nous Meta, qu'on peut mourir comme eux, comme ça, de la même façon. Eh bien, je pense qu'il a aussi compris qu'il peut mourir comme Bill Gates. Bill Gates qui n'est pas mort physiquement, mais qui, sur le plan réputationnel, est un mort-vivant. Et Bill Gates, aujourd'hui, qui n'a plus la moindre crédibilité, alors que, quand Macron parlait d'international réactionnaire, lui était reçu dans tous les cabinets et par tous les chefs d'État. Donc, je pense, en conclusion, que Zuckerberg est hautement conscient du fait qu'il peut finir dans les poubelles de l'histoire comme Bill Gates, que Facebook, que Meta peut finir dans les poubelles de la Silicon Valley comme Sun Microsystems, qui ne le méritait pourtant pas, et que donc il a décidé de prendre un tournant décisif pour se sauver lui et sauver son consortium. Et qui sera peut-être également un tournant pour nous, puisque nous émettons avant tout sur YouTube, et peut-être que finalement les algorithmes vont être un peu moins défavorables qu'en ce moment. Merci en tout cas à tous les deux pour cette analyse passionnante sur ce qui est en train de se passer, vous l'avez compris, sur les réseaux sociaux et ce contre-pouvoir qui est en train de s'organiser, en tout cas contre-pouvoir, ou en tout cas nouvelle lumière qui arrive depuis X, depuis maintenant Facebook, qui arrivera certainement depuis Facebook, où on va pouvoir communiquer sans être limité dans la conversation sur certains sujets. C'est en tout cas ce qui est annoncé par Mark Zuckerberg hier. Merci encore Idriss Aberkane, merci encore Fabrice Elpelboin. Et Tocsin continue